Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux news sur Reflect TV. Dans cette émission, deux temps forts dans la première partie, la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre prochain continue de susciter de vives réactions au sein de la classe politique, notamment de l'opposition, de Pascal Affi-N'Guessan à Guillaume Soro, en passant par les mouvements citoyens. Les voix s'élèvent. Quels enjeux pour la démocratie ivoirienne à moins de 3 mois de la présidentielle? Et puis dans la deuxième partie, une onde de choc venue du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé réagit avec indignation à la mort de Alain Christophe Traoré alias Alino Faso, qui était en détention à l'école de gendarmerie d'Abidjan, décédé malheureusement. Un communiqué virulent qui met en accusation les autorités ivoiriennes que cache cette affaire. Quelles conséquences diplomatiques pourront débattre ce soir 4 consultants. Marcelin Niawa, analyste politique, expert en intelligence économique. Bonsoir Marcelin Niawa. Bonsoir Sidi. À vos côtés, Gaël Aouman Lakba, analyste sociopolitique et consultant également. Bonsoir. Bonsoir Sidi. Valentin Zawi, bonsoir. Bonsoir. Sociologue consultant international. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Lansina Karamoko, analyste politique, homme politique. Bonsoir Lansina Karamoko. Bonsoir, Sidi. Alors place au premier sujet de cette émission. Le mouvement Trop c'est trop a fait entendre sa voix hier à Abidjan, dénonçant avec les conditions de détention déplorables dans les prisons également en Côte d'Ivoire. Cette sortie médiatique intervient après le décès de l'influenceur burkinabé Alino Traoré, Alino Faso, voilà, alors qu'il était en détention à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Le mouvement Trop c'est trop revient aussi sur la candidature du président Alassane Ouattara. Je vous propose cet élément de la rédaction signée Evra Ebi. Le mouvement citoyen Trop c'est trop s'est réuni ce mardi 29 juillet 2025 à Abidjan. Le mouvement dénonce les conditions de détention dans les prisons ivoiriennes, surpopulation, manque de soins et cas de décès non élucidés. Une sortie médiatique qui fait suite au décès de l'influenceur burkinabé Alino Faso, décédé lors de sa détention à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Le décès de M. Alino Faso est donc une tragédie qui doit servir de catalyseur pour une prise de conscience nationale. Le mouvement Trop c'est trop, dont l'une des missions fondamentales est à but humanitaire, ne pouvait pas ne pas intervenir sur cette question du journaliste qui est décédé dans nos prisons. Et cela en rapport et en relation avec les conditions carcérales dans nos différentes prisons qui sont inhumaines. Le mouvement Trop c'est trop réaffirme donc sa détermination à lutter pour une justice équitable. Autre point, lors de cette rencontre, le président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature pour un nouveau mandat. Le mouvement Trop c'est trop dénonce une manœuvre politique. Il y a eu une annonce dans un temps voisin de l'annulation de notre marche de son Excellence le président Alassane Ouattara, qui a annoncé à la face de la nation qu'il est candidat à un 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo va très bientôt se prononcer sur la question. Mais entre-temps, nous demandons à toutes nos bases, à tous nos militants, à tout le peuple de Côte d'Ivoire de se tenir mobilisés, de ne pas se laisser impressionner. Nous sommes dans un pays de droit et force doit rester à la loi. La Constitution interdit à tout citoyen de faire plus de 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire et il faut que nous tous, nous en tenions à l'autorité de la loi. Alors que le mouvement Trop c'est trop continue de soulever des questions cruciales sur les droits et la gouvernance et que la décision présidentielle dessine le paysage politique ivoirien, une interrogation demeure. Ces voix citoyennes parviendront-elles à infléchir les cours des événements? Voilà, nous sommes de retour en plateau. Gaël Lakba, pourquoi la candidature du président Alassane Ouattara continue de diviser l'opinion, notamment l'opposition politique? Merci Sidik. Alors, il faut savoir que premièrement, la question de la candidature a beaucoup cristallisé l'actualité politique, on va dire la map politique ivoirienne, parce que le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, on se souvient qu'à un certain moment, son propre parti même doutait du fait qu'il soit candidat ou pas, parce que déjà en 2020, il avait dit qu'il comptait se retirer. Il avait
Ils avaient proposé Amadou Gon Coulibaly, qui finalement n'a pas pu être candidat pour cause de décès. Et donc, plus d'un s'attendait à ce que le président Ouattara continue sur cette lancée-là. Maintenant, il y a un élément aussi qui, je pense, est important, c'est qu'il y a toujours eu polémique autour de la candidature du président Ouattara. Je viens en 2010, où pour qu'il soit candidat, on avait parlé de candidature exceptionnelle pour une affaire d'article 48 qui aurait été utilisée. En 2015, il y a eu l'affaire de candidature par dérivation. Et puis en 2020, ça a été une candidature de cas de force majeure. Donc si on prend tous ces différents cas-là, on va le dire, ça a toujours prêté à interprétation, ça a toujours mené à interprétation parce que pour d'aucuns, ces candidatures-là ne respectaient pas la volonté de la Constitution. Alors pour 2025, aujourd'hui, certains nous diront qu'on n'est plus dans un cas de force majeure et que le président avait déjà dit qu'il ne serait pas candidat. Mais je pense que le débat même ne doit même pas rester autour de la volonté propre du président de la République ou président du RHDP lui-même. Ça doit s'appliquer relativement à ce que disent les textes. Alors que sur la question aussi de la Constitution, on a deux écoles qui s'affrontent. Il y a un groupe qui dit qu'après la Troisième République, on devrait ramener les compteurs à zéro, donc ce qui donnerait de facto la possibilité au président Alassane Ouattara de faire 2 mandats encore après les 2 autres qu'il a fait dans la Deuxième République. Pendant que l'opposition, ceux qui ne sont pas forcément favorables à cela, disent qu'on n'est pas dans une affaire de 4 mandats. Après les 2 mandats, donc disons à partir de 2020, c'était normalement fini pour le président. Je vais aller un peu plus loin pour passer à l'interprétation. Moi, je pense que, bon, pour ceux qui pensent que le président Ouattara ne doit plus faire un 4e mandat, c'est légitime parce qu'ils sont fidèles à ce qu'ils ont toujours dit depuis le début. Pour son camp aussi, ils ne font que défendre leur position, mais ce qu'il y a à déplorer, c'est que ce sont nos propres textes qu'on a du mal à interpréter de façon claire. J'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, quand on a des textes, ce qui est écrit noir sur blanc, chacun a sa façon d'interpréter. Est-ce qu'il va falloir revoir la manière dont on écrit nos textes pour qu'on ne puisse plus interpréter chacun à sa façon? Et puis, entre 2020 et 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la désobéissance civile, il y a eu le CNT, il y a eu dialogue politique. Et sur la même question, je pense que certains partis politiques, et non des moindres, des hommes politiques de ce pays proches de l'opposition, ont finalement reconnu le président Alassane Ouattara comme étant président en train de faire un mandat. S'il a fait le 3e mandat finalement, à mon sens, je pense qu'on ne devrait pas trop polémiquer encore sur cette question des 4e mandats, d'autant plus qu'il a déjà fait un, il peut faire le 2e. Merci Gaël Lakba. Alors nous avons vu des réactions au sein de l'opposition politique. La première réaction que nous avons pu recueillir, c'est celle de Guillaume Kibafori Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui qualifie la candidature du président Alassane Ouattara, dit un 4e mandat illégal. Cette accusation est-elle, selon vous, Valentin Zawi, fondée juridiquement ou révèle-t-elle d'une lecture partisane ou politique? Oh, écoutez, je ne suis pas juriste, mais bon, après, la réforme constitutionnelle a une histoire dans ce pays. En fait, je pense que là où les positions divergent en fonction des postures partisanes ou non, ça convoque, j'allais dire, le postulat des bases. La Constitution du 1er août 2000, en son article 35, était très claire. Un président, il est élu pour 5 ans, et il est rééligible une fois. Quand il y a eu la réforme constitutionnelle, c'est, sauf erreur, le professeur Ragaoubou, qui était l'un des artisans de la Constitution de 2016, qui nous expliquait que l'article 183 de la nouvelle Constitution réglait ce problème-là. Que toutes les dispositions légales qui n'avaient pas changé continuent à courir. Et on a vu dans ce pays, c'est quand même un peu malheureux, des éminentes personnalités du camp présidentiel, mais pas que, convaincre les populations de ce que le président n'est pas concerné par un nouveau mandat en dehors des 2 mandats déjà faits. Ça a été dit, on a mis le ministre de la Justice devant la représentation nationale qui a démontré. Après, on a vu, moi j'ai vu quelques personnes sur d'autres plateaux dire que non, tout ce qu'ils disaient n'engageait que, bon, c'est quand même un peu réglé dans une république. Donc il y a en fait ce malaise-là, il vient de là.
Nous sommes dans une république où, au départ, il était acté que le président, il peut faire maximum 10 ans au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est plus de 10 ans. Ça fait 15 ans pour le président Ouattara, qui, effectivement, hier, a annoncé qu'il veut briguer encore un dernier mandat, donc ça lui fera 20 ans s'il est élu. Donc, il y a un malaise. Est-ce que vous parlez d'un flou juridique? Alors, parce que moi, j'ai bien écouté les... Oui, je pense que comme je l'ai dit, ceux qui étaient à la base de cette constitution... Depuis 2016, le même débat revient à chaque fois. Éligible, inéligible, bon. Mais ça pose, je crois que je l'ai dit parfois sur ce plateau, ça pose le problème de la parole publique. Parce que finalement, le sentiment qu'on peut dire une chose aujourd'hui, demain tu dis tout le contraire, qu'on va justifier. Donc, mais je pense que, bon, j'avais compris que quand il y a eu la réforme constitutionnelle, et ça a été dit que non, le président n'était pas concerné par un mandat supplémentaire, pour tenir compte de ce que la loi disait, comme je dis, l'article 183 de la Constitution du 8 novembre 2016. Donc aujourd'hui, il y a encore ce malaise. Je pense que ça y est pour beaucoup. Bien. Alors, Lansana Karamoko, oui. Guillaume Soro évoque également une mise en scène autour du suspense de la candidature d'Alassane Ouattara. Le pouvoir a-t-il effectivement orchestré une communication préparée pour imposer cette candidature? Non, il n'y a pas de communication. Bon, par rapport à ce que Guillaume Soro dit... la Constitution de 2016, le référendum, il a battu campagne pour le oui, c'est-à-dire pour cette nouvelle Constitution. Et moi, je me souviens, on était militants du Front du Refus en son temps, qui réunissait toute l'opposition, y compris les militants actuels du PPAC. Il y avait aussi la coalition du non. Oui, il y avait aussi la coalition du non. Et ça regroupait tout ce qu'il y a comme militants de l'opposition. Et aux tables rondes des discussions à laquelle nous avons pris, tout ce que vous connaissez comme figure marquante, n'est-ce pas, de notre vie politique était avec nous. Et même Feu Abdraman Sangaré était autour de la table. Et tous ceux qui sont là, Théidé, Niaoulé Opo, ils étaient tous là, et Mamadou Koulibaly. Et la question qui revenait, puisqu'on avait des éminents juristes avec nous, et la question qui revenait, est-ce que si cette constitution passe, le président Ouattara n'avait pas droit à 2 autres mandats? Et tous les juristes autour de la table étaient d'accord que si cette nouvelle constitution passe après le référendum, que le président Ouattara avait droit à 2 autres mandats. Et voilà pourquoi d'ailleurs le Front du Refus a été mis en place, pas pour contester autre chose, c'était pour contester, n'est-ce pas, sur, cette nouvelle constitution, cette nouvelle disposition, parce que ce n'était pas simplement une révision de la Constitution, c'était un référendum pour consacrer la 3e République. Donc, quand on passe dans une nouvelle République, tout ce qui s'est passé avant est remis à plat par rapport à la nouvelle République. Et je crois que c'est cela. Maintenant, est-ce que l'opposition en son temps a bien joué le jeu? Est-ce qu'elle n'a pas bien joué le jeu? Mais nous retenons que Guillaume Soro a battu campagne pour le oui, Bédia a battu campagne pour le oui, paix à son âme, etc. Mais là où le point d'achoppement, ça c'était la parole, comme l'a dit Zawi, entre eux, que le président Ouattara aurait dit « je vais faire la passe après au PDCI », c'est sur ce point d'achoppement qu'il y a eu fracture, rupture, je dirais, entre le PDCI de Bédier et le RADP, son ancien allié. Alors donc aujourd'hui, on a malheureusement la mémoire sélective et quand ça nous arrange, on a une position, quand ça ne nous arrange pas, il y a une autre position, mais je crois qu'il faut lire les textes. Si les textes donnent droit à 2 autres mandats au président Alassane Ouattara, mais il faut qu'il s'il le veut, il peut se présenter, puisqu'il y a eu un premier mandat de la 3e République. S'il y a eu un premier mandat, il y a un deuxième mandat. Ce n'est pas maintenant qu'il faut crier, bon, il faut comprendre l'opposition, elle conteste, mais bon, bien. À quoi cela va nous mener, je n'en sais rien. Bien. Alors, Marcelin Niawa, comment vous réagissez suite à cette annonce officielle du président Ouattara qui décide de se présenter à cette élection à venir et puis votre réaction sur les propos de Guillaume Soro? Merci. Ben, nous avons connu en 2010-2011 une crise très riche en victimes et aussi très riche en dégâts matériels, qui s'est soldée par l'installation de M. Alassane Dramane Ouattara au pouvoir.
D'aucuns ont pensé que ce grand commis, cet ancien commis des FMI, allait faire entrer la Côte d'Ivoire dans une modernité. Modernité qui s'explique par la mise en place des indicateurs de la démocratie, tels que l'alternance, le respect de nos lois. 15 ans après, où en sommes-nous? On constate que de plus en plus, M. Alassane Ouattara ne cesse que de se présenter d'une élection à une autre. On peut peut-être parler d'une boulimie de pouvoir, mais pourquoi cette envie excessive du pouvoir? M. Alassane Dramane Ouattara, d'un mandat à un autre, d'aucuns pensent que parle de non-respect des lois, d'autres disent non, il y a respect des lois parce que la Constitution l'y autorise. Mais du point de vue de la morale et de l'éthique, moi je pense que M. Alassane Ouattara ne devait même pas solliciter un 4e mandat. Parce que là, je ne suis plus dans une logique du nombre de mandats. On est dans une logique de longévité du pouvoir. Ce soit 5 ans après, est-ce que M. Alassane Ouattara n'a-t-il pas entendu tout ce discours de 90 autour que contenait le vent de l'Est? Le discours de la boule dont on parlait hier, dans les années 90. Ce soit 5 ans après, nos indépendances devront toujours assister, faire l'éloge d'une seule personne. M. Alassane Dramane Ouattara, depuis 15 ans, il se présente comme le seul homme d'expérience dans son parti ou au niveau de l'État. Je dis bien, a-t-il fait entrer la Côte d'Ivoire dans la modernité? A-t-il fait en sorte que la Côte d'Ivoire soit un exemple comme le Ghana, où les présidents ont un nombre de mandats limité? Je dis non. Ici, nous assistons à une longévité de pouvoir. Et ça, c'est une tache noire. C'est un coup de frein au processus démocratique. C'est en cela que je donne raison à l'opposition qui crie son haro pour dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop pas parce qu'on n'aime pas l'individu, la personne de M. Alassane Ouattara, mais c'est quel enseignement veut-il donner à travers des manœuvres juridiques pour se tailler une longévité au pouvoir. Quel exemple? Où veut-il aller? Kandessou, au lendemain de son intronisation au pouvoir, M. Kandessou l'avait présenté comme le nouveau Nelson Mandela. On l'a entendu. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que Alassane Ouattara est sur le chemin de Mandela? J'ai dit non, il y a longtemps qu'il a quitté ce chemin. Bien. Et votre réaction sur la sortie de Guillaume Soro, qui autrefois marchait avec le pouvoir d'Abidjan? Oui, mais on est dans un environnement dynamique. On peut marcher ensemble et puis ne pas avoir le même avis. Ça fait combien d'années? Mais qui autrefois a fait campagne pour oui, parce que ça l'arrangeait avant. Cette Troisième République. Il peut faire campagne pour une constitution, mais il n'a pas fait campagne pour une longévité d'un homme. Ça fait deux choses différentes. Ah bon? Oui, accepter une constitution et applaudir la longévité. Ici, ce qui est en cause, c'est la longévité de M. Ouattara au pouvoir. Une longévité positive. C'est ça qui choque la morale. Bien, alors, nous allons poursuivre le débat. Et puis, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, appelle les Ivoiriens à se lever dans le respect de la légalité. S'agit-il d'un appel à une mobilisation pacifique ou d'un langage codé pour autre chose? Il fallait s'y attendre. Voilà. Vous voyez d'ailleurs comment le président Ouattara a annoncé sa candidature, son intention d'être candidat à la présidentielle hier. Ça surprit tout le monde, ça fait l'effet d'une bombe en Côte d'Ivoire. On a vu même notre télévision ici faire une édition spéciale pour ça. Parce que d'abord, il n'a pas annoncé l'événement. On n'a pas dit dans une semaine, dans 2 semaines, il va se prononcer. Non. Tous les observateurs étaient figés vers le 6 août, veille de l'indépendance. Oui. Et puis, tout d'un coup, le soir, tout le monde a reçu l'information. Alors, pourquoi il a procédé ainsi? Parce qu'il n'a pas voulu donner effectivement l'occasion à ses adversaires de se préparer et l'attendre. Donc, quand vous voyez tel que c'est tombé, depuis hier jusqu'à présent, c'est comme si l'opposition avait été assommée, a reçu un coup de massue et doit être en train de chercher à se réorganiser
pour pouvoir effectivement chercher à faire des actions de mobilisation, soit des meetings, soit appeler à... Justement, est-ce que cette annonce à laquelle on ne s'attendait pas affaiblit quelque part l'opposition ivoirienne? Non, je ne dirais pas que cela l'affaiblit, mais sur le coup, effectivement, vous voyez comme tout deux se boxeurs... préparait pour le 6 août. Voilà, tout le monde pensait au 6 août, honnêtement. Voilà, donc vous voyez comme deux boxeurs sur un ring, et puis l'un ne s'attend pas au coup, il reçoit le coup, ben, il est un peu bleu, après il se lève, il va pouvoir se remettre Merci en scène. Alors, Lansana Karamoko, oui. En accusant le président Alassane Ouattara d'avoir un comportement de dictateur qui ne veut pas quitter le pouvoir, ce sont les propos de Guillaume Soro, je précise. Oui. Est-ce que Guillaume Soro franchit une ligne rouge? Non, il y a longtemps que Guillaume Soro a franchi la ligne rouge. Il a dit des choses pires que tout cela. Il a même dit, un jour, on va faire asseoir le président, comme quand on fait le coup d'État, on va le faire asseoir, et puis on va lui poser des questions. Donner des conseils. Donner des conseils. Quand on dit ça, là, c'est qu'on a déjà franchi la ligne rouge depuis longtemps. Donc, est-ce qu'il faut faire attention à ce que Guillaume Soro dit ou non? Moi, j'ai dit non, il ne faut pas faire attention parce que de toutes les façons, Guillaume Soro, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est au Burkina? Est-ce qu'il est au Mali? Est-ce qu'il est à 6000 km d'ici? On ne sait pas où il est. Mais je crois qu'il peut parler. Il a toujours parlé. À la veille de 2020, il a dit qu'il serait avec nous ici en Côte d'Ivoire. Bon, c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné depuis la FES. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est son mode de fonctionnement. Il ne faut pas lui en vouloir pour cela. Il a parlé. Maintenant, la réalité du terrain est tout autre chose. Et comme l'a si bien dit Lacroix tout à l'heure, l'annonce que le président a fait, s'il doit revenir sur ça, il a dribblé tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit que c'est le vrai élève du président Houphouët-Boigny. Parce que là où on attendait Houphouët, où tout le monde dit aujourd'hui il va parler, il ne parle pas. Et Ouattara, qui était attendu le 6 août, il est sorti le 29 juillet. Est-ce que c'était interdit ou bien c'est anticonstitutionnel d'annoncer sa candidature un mois avant, une semaine avant la fête de l'indépendance ou après? Mais le timing voulu par lui doit être respecté. Et puis bon, quand on parle de fracture, moi je veux essayer d'appliquer la VAR, comme on le dit chez nous ici. C'était en juin 2000, où le président Gbagbo disait, rapporté d'ailleurs par le journal Notre Voix, et je le cite, « Le sort politique d'un individu ne peut provoquer la fracture d'une nation. » Ça, c'est Gbagbo qui l'a dit, l'historien Gbagbo qui l'a dit. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui ne sont pas candidats, ce n'est pas pour autant qu'on doit pouvoir remettre en cause, n'est-ce pas, la cohésion nationale. Si quelqu'un dit « je suis candidat », est-ce que ça devrait également remettre en cause la cohésion nationale? Et c'était en quelle année? Pardon? En quelle année, la citation? J'ai dit 2000. 2000. Juin 2000. D'accord. Avant les élections. Non, juin 2000, parce que déjà, le président Ouattara était ciblé comme n'étant pas en mesure de briguer un mandat présidentiel. Donc c'est à lui que la déclaration de Gbagbo était adressée. C'était au cours, je crois, d'un comité central. Et c'est le même Gbagbo qui active l'article 48 pour que le président Ouattara soit candidat. Vous voyez. Sauf que les choses ont évolué après. Voilà, les choses ont évolué après. Comme les choses ont évolué en son temps, les choses continuent d'évoluer. Mais cette fois-ci, là où il y a la société, il y a la loi. La Constitution dit quoi? Question de dire, j'ai dit quelque chose aujourd'hui, j'ai dit le contraire demain, que c'est une question morale. On n'est pas dans les émotions. Qu'est-ce que la Constitution dit? Et le RADP a demandé à un homme, Alassane Ouattara, d'être le candidat. Il a été interpellé également par plusieurs couches de la société, y compris des chefs et rois traditionnels. Si aujourd'hui il donne suite à cela, on dit que ça lui fait une longévité au pouvoir, c'est ce qu'il a décrié, mais si c'est une longévité positive, nous l'acceptons. Au contraire, l'opposition devait supplier Ouattara de rester. Je dis, au contraire, l'opposition devrait même demander au président Ouattara de rester à vie au pouvoir. Merci, Lansana Karamoko. Alors, Valentin Zawi, il y a la question de constance dans les propos, surtout la parole publique, et puis c'est que disent les textes. Oui, ben justement, moi j'ai envie de vous lire in extenso ce que dit la Constitution du 8 novembre 2016 en son article 183, au chapitre 5 de la continuité législative. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf l'intervention de textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la précédente constitution. Ça, le professeur Ouréga Oubou, qui est l'un de nos éminents constitutionnalistes, c'est lui qui dit que ça règle le problème de 2 mandats maximum.
Alors, quand on a des juristes aussi éminents qui viennent nous dire ça, je veux dire... Mais c'est une interprétation des textes. Non, c'est ceux qui ont travaillé... S'il vous plaît. Non, on est d'accord. C'est ceux qui ont travaillé sur la nouvelle constitution, en l'occurrence le professeur Gorobou, qui vient expliquer aux Ivoiriens que le référendum qu'on va faire là, ça ne permet pas au président Ouattara de faire plus de 2 ans. Alors, je ne mets pas en cause ce qu'il dit. Je peux terminer mon propos. Quand on dit c'est une interprétation des textes, oui. C'est aussi évoquer le problème pourquoi nos textes ne sont pas clairs. Voilà. Mais vous faites bien de poser la question. Non, les textes sont clairs. Non, malheureusement, sous nos cieux, et c'est le drame de ce pays comme beaucoup de pays africains, nos experts vont apprécier par rapport à leur posture partisane. C'est ça le drame. Vous allez voir, et je le dis souvent ici, quand on échange, vous avez des personnes qui hier condamnaient des dispositions, aujourd'hui l'applaudissent. Hier dans l'opposition, ils condamnaient ça, aujourd'hui parce que ça leur profite, ils vont applaudir. C'est le même problème. Parce que dans un pays, enfin on ne veut pas non plus... nous sommes des jeunes démocraties, et on sait comment la gestion patrimoniale du pouvoir peut faire que parfois il y a beaucoup de biais. C'est pourquoi on a, à la base, souhaité qu'un président qui vient à la tête du pays, il fait un mandat. Si les populations estiment qu'il a bien travaillé, il est réélu, il reste maximum 10 ans. C'est ce que disait la Constitution de 2000. Et quand il y a eu 2016, cette loi, cet article 183, c'est ce que ça activait. Non. Il y a même eu sur le... comment dire ça le prospectus. Non sur les prospectus, mais sur la page même gouvernementale, voilà. Non, il y a eu des... Donc je me dis... Non, je termine mon propos. On va pas réinventer la roue, hein. Moi, j'ai le sentiment, comme certains Ivoiriens, qu'il y a eu une sorte d'anarque sur ce sujet-là. Par les hommes de droit? Pardon? Par les hommes de droit? Je n'ai pas compris. Par les hommes de droit? Mais pas que. Dès l'instant où on dit dans un pays, il faut maximum 10 ans au pouvoir, qu'on en fait 15, on en fait 20, il y a un problème. Et je termine avec sur cela. Dans sa dernière interview, qui a aussi fait des vagues là, du président Tidiane Thiam, il a dit beaucoup de choses, bonnes ou moins bonnes, mais moi, il a dit une chose qui m'intéresse particulièrement. Il faudra qu'à un certain moment, dans notre constitution qui est à venir, on trouve les termes pour dire, quel que soit Y, Z, celui qui est au pouvoir, il fera maximum 2 mandats. Comme le Bénin l'a déjà fait, il faut qu'on y aille, parce qu'autrement, on ne s'en sortirait pas. Bien. Pour la démocratie. Oui, ma réaction, c'est juste pour dire, la constitution de 2016, c'était après les élections présidentielles de 2015. Donc, le passage dont il fait allusion réglait la situation du président déjà en exercice. C'est-à-dire qu'en réalité, cette constitution, même si elle a été votée par référendum en 2016, prenait effet à partir de 2020. Mais c'est déjà... Est-ce que c'est précisé dans cette constitution qu'elle prend effet en 2020? Maintenant, on est dans une situation d'interprétation. Vous comprenez un peu, non? Donc, la constitution dit 2 ans. Merci, Lansana Karamoko. Ouais. Alors, Marcelin Niawa, est-ce que l'opposition ivoirienne a aujourd'hui une stratégie unifiée pour pouvoir contrer cette candidature du président Alassane Ouattara? Bon, stratégie unifiée ou pas, moi je pense qu'il faut interroger l'opposition elle-même. Mais ce que je vais indiquer, j'ai été heureux... Mais vous défendez l'opposition, donc je pose des questions. Oui, mais je vais y arriver, laissez-moi. Selon votre lecture... Si vous me laissez, vous allez comprendre. Mais quand vous dites de demander à l'opposition, pendant que vous êtes sur ce plateau... Non, Marcelin Niawa, non. Nous vous invitons sur ce plateau, nous avons un plateau équilibré, nous tenons compte des accointances, sans citer votre parti politique, des accointances politiques, parce que très souvent, nous sommes victimes des téléspectateurs qui nous accusent de ne pas inviter des gens des autres partis politiques. Donc, il vous fait observer que ce n'est pas porte-parole de l'opposition. Je suis analyste sur ce plateau et l'être, on va me poser une question. Alors, répondez donc à la question. Mais vous ne devez pas nous dire de demander à l'opposition. Vous êtes très proche de la selon votre lecture, vous êtes un analyste politique. Oui, il faut dire selon ma lecture, mais il ne faut pas dire... Mais bien sûr, vous compose. Vous ne parlez pas au nom de l'opposition, bien sûr. Allez-y, répondez. Est-ce que je peux parler? Répondez à la question. Voilà. Je veux dire que M. Karamoko disait tout à l'heure... Non, répondez d'abord à la question. Mais ce n'est pas moi le problème. Laissez-moi Marcelin Niawa. Est-ce que selon votre lecture, l'opposition a une stratégie pour pouvoir contrer ce mandat du président Alassane Ouattara? Moi, je pense que Alassane Ouattara a parlé hier
observant l'opposition. Dans les prochains jours, on verra s'ils ont une stratégie qu'ils mettent en place. Si nous avons une stratégie, il faut parler. Alors, mais là, je vais répondre non, à une question. non, on n'a plus assez de temps. Oui, si on a du temps pour répondre aux questions. Tout à l'heure, il a cité Laurent Gbagbo en juin 2000, mais Laurent Gbagbo n'a pas été suivi. Il paraît ce qu'il a dit, ils n'ont pas écouté. Il y a eu des gens qui ont pris des armes en 2002. On vous a bien compris. Merci, Lansana Karamoko. La même question. Est-ce que selon votre lecture, l'opposition a une stratégie aujourd'hui pour pouvoir contrer ce mandat du président Ouattara? On voit déjà, il y a comment on appelle, c'est trop entre le PDCI et puis le PPACI. Il y a d'un côté la CAP Côte d'Ivoire. Oui. Bon, d'un autre côté, il y a plusieurs, c'est une opposition un peu fragmentée qui, depuis longtemps, si vraiment en face du RHDP avait voulu vraiment être comment on appelle là, une opposition vraiment sérieuse, moi je pense que plusieurs fois on a parlé du fait qu'elle soit vraiment unie pour pouvoir avoir une stratégie commune. Mais est-ce qu'elle a forcément besoin d'être unie pour être sérieuse? C'est une question de stratégie. Parce que vous voyez aujourd'hui ce qui s'est passé. Depuis que le président Ouattara a annoncé sa candidature hier, pour l'instant, on va le dire, c'est le statu quo. Mais il faut que tout ce monde-là essaie de venir se voir, chacun essaie de planifier quelque chose d'un côté et tout. C'est un peu difficile pour moi. Quand je vois en 2020, tel que les choses sont passées, et puis aujourd'hui, en 2025, c'est un peu difficile pour moi en tout cas. C'est mon point de vue personnel. Bien. Maintenant, je voulais venir rapidement, en une minute, sur la question des textes. Je l'ai dit, Valentin est revenu un peu là-dessus. Nos textes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a l'impression que même si j'écris tout de suite, Mariam va au marché, et je mets le même texte noir sur blanc devant deux personnes opposées, il y a quelqu'un dedans qui me dira que tel que j'ai écrit Mariam va au marché, là, je ne suis pas en train de dire que Mariam va au marché. Bon, à quel moment on peut respecter des textes comme étant la Constitution, qui sont des textes qui sont écrits avec le langage juridique? Donc, tout le temps, on se retrouve dans des interprétations qui ne servent à rien. Regardez, par exemple, on nous parle de troisième mandat. Mais j'ai envie de poser la question. À quel moment on a reconnu le troisième mandat en Côte d'Ivoire? Et à quel moment on ne reconnaît pas le quatrième mandat? La Constitution ne peut même plus nous répondre aujourd'hui. Ce qui fait qu'on est tout le temps dans les débats en un point fini. Moi, je dis que s'il a déjà fait le troisième, et je rappelle qu'après le CNT, il y a eu dialogue. Tous les hommes politiques se sont retrouvés, il y a eu dialogue. Ils ont pu avoir des choses, ils n'ont pas pu en avoir d'autres. Le président Ouattara a géré le pays pendant 5 ans. S'il a fait le troisième, il doit aller au quatrième. Maintenant, pour finir... C'est quelle logique ça? Voilà. Il faut qu'on laisse. Et puis, l'opposition doit se concentrer sur le combat qu'il mène depuis un moment. Le président Ouattara aussi, d'un côté, c'est vrai, on ne veut pas qu'il y ait de la crise et tout. Je reviens sur le 6 août, qu'il fasse grâce, le 6 août, qu'il essaie de réintégrer les autres, ses adversaires, pour ne pas aussi qu'il se retrouve seul aux élections face à des Merci alors, Marcelin Niawa, on revient maintenant aux propos, à la sortie médiatique de Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien. Affi-N'Guessan a dit, et je cite, Alassane Ouattara choisit la petite porte. Une quatrième candidature aussi illégale que la troisième, des arguments fallacieux. Il n'est pas la solution, mais le problème. La Côte d'Ivoire a soif d'alternance. L'opposition unie le battra dans les urnes. Je suis prêt, je relèverai le défi. Réaction sur ce propos de Pascal Affi-N'Guessan. Oui, mais dès l'entame de l'émission, je l'ai dit. Et je crois que c'est dans le même sens que M. Affi-N'Guessan parle. J'ai dit, M. Alassane Dramane Ouattara, les gens ont pensé, beaucoup d'Ivoiriens ont pensé qu'il allait faire entrer la Côte d'Ivoire dans la modernité du point de vue de la démocratie. Aujourd'hui, est-ce qu'il est sur ce chemin? J'ai dit non. Et lorsqu'il parle même des reculs démocratiques, il a complètement raison. Ce débat, la démonstration que M. Gaël Lapa vient de dire, oui, troisième mandat, s'il y a eu troisième mandat, quatrième mandat, je n'analyse pas, moi, personnellement, le débat sur ce point. Oh, c'est là que se trouve le problème. Le point se pose du point de vue de l'éthique, la morale, et le texte. Et le texte. Droit. Ce sont les textes. Attendez, la loi fondamentale. Du point de vue même de l'éthique et de la morale, ça fait combien de temps? Dans les autres pays, quand les gens limitent le nombre de mandats dans un pays, c'est pour la simple raison que tout pouvoir, ça use. Le fait d'être longtemps au pouvoir, ça use et on prend le pouvoir finalement pour sa propre chose et on fait autre chose.
C'est pourquoi dans les autres pays, dans les grands pays, ils disent tel nombre de mandats. Ils ne sont pas moins intelligents que nous et nous ne sommes pas plus intelligents qu'eux. Aujourd'hui, M. Alassane Ouattara, ici en Côte d'Ivoire, la constitution dont on parle aujourd'hui, qui est mieux placé que le ministre de la Justice qui est au sein du gouvernement pour parler de la constitution. Notre ministre de la Justice est appelé devant le Parlement. Il a été clair. Il a dit que M. Ouattara ne devait pas faire le 3e mandat. Il l'a fait. Oui, mais il ne peut pas faire plus de 2 mandats, effectivement. Il a dit qu'il ne peut pas faire de 2 mandats. M. Alassane Ouattara a prétexté de ce que son collaborateur il avait choisi. C'est un cas de force majeure. Oui. Donc c'était un cas de force majeure. Aujourd'hui, là, c'est quoi? Il faut nous y a-t-il eu un cas de force majeure? C'est pourquoi je reviens, même s'il y a la loi, mais du point de l'éthique et de la manœuvre et de la morale. Là, ce sont des manœuvres pour obtenir une longévité au pouvoir. Bien. Et cette longévité-là, à travers elle, cette longévité au pouvoir-là, à travers elle, qu'est-ce qu'on veut montrer? Merci, Marcelin Niawa. Tous les indicateurs de l'alternance démocratique. Merci. Alors, Valentin Zawi, Pascal Affi-N'Guessan dit, et je cite, l'opposition unie le battra dans les urnes. Et il dit qu'il est prêt et il relèvera en tout cas le défi. Réaction. Si M. Pascal Affi-N'Guessan est convaincu que les conditions sont réunies pour des élections crédibles, transparentes, parce que ce sont les mêmes qui, il y a quelques semaines, quelques mois, disaient que la liste pose problème, y compris, particulièrement son parti qui disait que sur les 13 éléments pour identifier l'électeur, il y en a pas mal qui ne répondent, qui ne sont pas respectés. Il parle aussi d'une opposition unie. Est-ce que cela serait possible? Voilà. Écoutez... On a vu récemment la rencontre entre le RHDP et la CAPSI, le FPI qui a brillé par son absence, le PDC RDA. Oui, mais je veux dire, en fait, dans ce pays, il y a une histoire. Il y a une histoire. Si M. Affi-N'Guessan estime que aujourd'hui l'opposition peut être unie, mais ça n'engage que lui. Moi, je n'ai pas le sentiment. Parce que ce qu'il nous donne à voir, c'est tout autre chose. Et c'est, moi, enfin, là, vraiment, je failli dire, en tant que citoyen, je regarde parfois nos hommes politiques et je me dis, mais enfin, c'est quoi qu'est-ce qui ne va pas, pour parler de façon triviale? Il est clair qu'aujourd'hui, l'opposition n'est pas unie. Enfin, il ne faut pas sortir de la Sorbonne pour s'en rendre compte. Maintenant, s'il le dit, bon, peut-être que comme on est dans le pays où tout est possible, peut-être que dans les jours, les semaines qui viennent, comme par un coup de baguette magique, l'opposition sera unie, mais pour l'instant, on ne voit pas cette union de l'opposition. Bien. Lansina Karamoko, il dit également que rien ne justifie une telle candidature, selon les explications données par le président Ouattara, et Pascal Affi-N'Guessan se présente comme l'homme qu'il faut. Oui, Pascal Affi-N'Guessan est familier aux sorties fracassantes. Et il a fait le CNT, après il est devenu partenaire du RADP. Il faut être conséquent avec soi-même. Il a dit à un moment donné, CNT, non, Ouattara doit dégager, non, c'est illégal, etc. Et puis c'est lui à un moment donné qui était devenu le premier défenseur du président Ouattara. Alors vous croyez qu'on doit suivre des gens comme ça, qui disent une chose et son contraire, une chose le matin, une autre la nuit? Vous croyez que comme ça? C'est pourquoi il faut une conversion de mentalité pour que le peuple ivoirien puisse se retrouver. Merci. Nous marquons une courte pause. On revient juste après pour la suite de cette émission.